Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une nouvelle région qui a été au cœur de l'actualité durant l'été et qui a été d'ailleurs au cœur de l'actualité même durant les 50-60 dernières années, depuis la Seconde Guerre mondiale. Je veux parler du Cachemire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le Cachemire et savoir s'il s'agit d'une résurgence d'un conflit historique antérieur ou le curseur de la géopolitique actuelle. Fabrice Ravel, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors comme je viens de le dire, on est dans un temps qui s'inscrit post-Seconde Guerre mondiale, la question du Cachemire, c'est assez étonnant d'ailleurs, concomitante d'un conflit qu'on a connu dans une autre région, donc la région du Cachemire serait concomitante du conflit israélo-palestinien. Alors les médias ont porté leur attention sur le conflit israélo-palestinien de façon quasi quotidienne. Le Cachemire est moins connu, et pourtant les tensions ont été extrêmement fortes, comme on va le voir. Mais avant de revenir dans le passé, on sait en géopolitique comme il est important de revenir dans le passé pour comprendre le présent, peut-être pouvons-nous présenter ce qui s'est passé durant cet été 2019 ? Oui, absolument. Vous avez raison de réattirer notre attention. C'était notre souhait tous les deux d'évoquer cet événement qui est passé de façon assez rapide dans les médias occidentaux, en particulier en France, puisqu'il y a eu un événement le 5 août. Donc généralement, sur les plages estivales, on est assez peu concentré sur les questions internationales. Or, le 5 août, il s'est passé quelque chose de très important dans cette région. C'est que l'Inde a décidé de priver le Cachemire d'autonomie. Alors là, je vais expliquer en quelques instants, si c'est possible, quelle est la situation. Pour des raisons sur lesquelles on va revenir, le Cachemire était une région relativement autonome ou indépendante au sein de l'Inde. Et en fait, le 5 août, le Premier ministre indien, et ça a été voté par le Parlement indien, ce qui rajoute à la solennité de l'événement, validé par le président, les Indiens ont décidé d'arrêter l'autonomie du Cachemire et ils ont envoyé des forces armées et des forces de police pour contrôler le Cachemire, dont en plus ils ont décidé de le resubdiviser en 3 entités territoriales. Donc c'est un événement majeur, surtout comme on va être amené à le rappeler, alors qu'il y a eu 4 conflits entre l'Inde et le Pakistan justement pour savoir qui devait avoir la légitimité sur cette région, et alors que depuis fort longtemps, l'ONU a demandé dans une résolution qu'il y ait un référendum pour qu'on sache qui de l'Inde et du Pakistan puisse avoir l'autorité politique sur cette région. Donc en fait, là, de facto, l'Inde est en train de recréer une tension, il faut le dire clairement, dans une région qui a connu au moins autant de guerres que les conflits tels que vous les évoquiez. Vous l'avez évoqué, on y reviendra plus tard, 4 guerres. Quand on s'intéresse à des conflits armés notamment, il est toujours intéressant de comprendre le contexte. Et en géopolitique, la question peut paraître très simple de prime abord, mais il faut regarder la géographie, parce que souvent les cartes nous apprennent beaucoup sur la nature des conflits, pourquoi il y a des conflits dans telle ou telle région, et aussi évidemment sur la religion. Donc il faut peut-être, pour comprendre ce qui se passe dans cette région du monde, notamment entre l'Inde et le Pakistan, comprendre quel est le contexte géographique et religieux. C'est d'autant plus important que j'ai le sentiment que pour l'ensemble de nos auditeurs, ça va leur permettre de mieux comprendre à quel point l'événement tel qu'on l'évoque non seulement n'est pas anecdotique, mais peut être source d'énormément de tensions. D'abord, vous avez raison de signaler qu'il y a la dimension géographique, parce que suivant la situation, le positionnement ou les frontières d'un pays, on n'a pas les mêmes réactions ou les mêmes problèmes. Or là, le Cachemire, en fait, est une sorte d'appendice, si vous me permettez cette expression, qui serait coincé d'une part au nord de l'Inde, mais qui serait en fait à l'est du Pakistan et qui serait à l'ouest de la Chine. Donc on voit bien que là, on est sur un carrefour stratégique, puisque c'est une région à la fois qui mettrait en contact la Chine, l'Inde et le Pakistan, dont on mesure bien que ce sont des grandes puissances en géopolitique et dans les relations internationales. Quand on évoque la dimension stratégique, il faut rappeler, et ce n'est pas neutre en 2019, la dimension religieuse. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a eu un problème très très tôt. Pour essayer de faire simple, les Britanniques sont partis de l'Inde en 1947, puisqu'il avait été décidé très tôt de mettre fin à l'empire colonial britannique. Seulement durant l'été, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de capacité pour les Indiens, pour ceux qui vivaient dans l'empire britannique indien, de se mettre d'accord, et principalement sur des questions religieuses, puisque en fait, les Pakistanais sont très majoritairement musulmans, et les Indiens sont hindous, et que chacun d'entre eux avait l'intention que d'avoir la primauté politique en fait, dans les Indes. Et en fait, non seulement ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, mais on a carrément une scission de fait qui s'est mise en place, puisque l'Inde
a d'abord proclamé son indépendance le 15 août 1947, puis le Pakistan, à son tour, a proclamé son indépendance le 29 août 1947. Sans vouloir rentrer dans des détails trop macabres, je voudrais vraiment que tout le monde prenne conscience de l'amplitude des problèmes tels qu'ils ont existé, parce qu'en fait, ça a tellement été tendu entre les deux populations qu'on estime qu'il y a eu à peu près, rien que sur l'été 47, entre 400 000 morts à 1 million de morts dans cette région. Certains observateurs britanniques, d'ailleurs, de considérer que les combats avaient été tels qu'on dépassait les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Je demande à nos auditeurs d'entendre ce qu'on est en train de dire. Affrontements à l'arme blanche, viols massifs, massacres importants. Et à la suite de la création des deux nouveaux États, de 1947 à 1950, on estime qu'il y a entre 10 à 15 millions de personnes qui ont passé les frontières, parce que les hindous et les sikhs se passaient respectivement du nouveau Pakistan à l'Inde, tandis que les musulmans passaient plutôt de l'Inde au Pakistan. Donc quand on évoque ces faits, on voit bien que de par l'amplitude des massacres d'une part et de par l'importance des migrations des populations, on avait effectivement affaire à une situation particulièrement anxiogène. Alors pour bien comprendre en plus la question du Cachemire, il faut rappeler un dernier point, si vous m'y autorisez Olivier, c'est que le Cachemire était en fait un État princier. Or, dans la convention politique telle qu'elle a été mise en place par Lord Mountbatten en 1947, le dernier vice-roi des Indes, tous les États devaient être répartis entre l'Inde et le Pakistan, mais les États princiers qui avaient une certaine autonomie devaient décider, eux, de quel était le pays dans lequel ils choisissaient de perpétuer leur avenir. Or, le problème du Cachemire, c'est que le prince du Cachemire était hindou, mais que la majorité de la population était musulmane. Donc dès le départ, de par l'ensemble des facteurs qu'on est en train de souligner, on a forcément une situation qui prête à des conflits géopolitiques, tels que d'ailleurs, ils ne vont pas manquer d'arriver très rapidement. Oui, et Fabrice, on voit bien que justement le Cachemire, de par sa majorité musulmane, mais rattachée à l'Inde, cristallise des tensions entre les deux pays depuis 1945. Il ne faut pas oublier qu'il y a 300 000 militaires qui sont présents sur ce territoire, sur cette région, plus 80 000 qui ont été envoyés du fait des tensions durant le mois d'août. On est là dans une zone qui a été au cœur des conflits guerriers entre le Pakistan et l'Inde. Alors, ce que vous dites est très important parce que ça va nous permettre quand même de mieux comprendre à quel point la situation aujourd'hui en 2019 est tendue. Parce que ce qui est assez frappant dans cette région, et c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de le souligner tout à l'heure, c'est rarement mis en évidence d'ailleurs pour dire clairement les choses dans les programmes qu'on a l'occasion d'avoir avant, on a eu 4 conflits. Et 4 conflits très importants. On en a eu un en 1947, d'abord. Donc, en plus, on y reviendra. Ça veut dire que ça a commencé vraiment très, très tôt. Et d'ailleurs, ce premier conflit est clairement appelé le conflit ou la première guerre du Cachemire, puisque clairement, la question consistait à savoir, les Pakistanais ont refusé que les Indiens assurent leur autorité sur le Cachemire. Donc, on a eu une première guerre à ce moment-là. Ensuite, il y en a eu une deuxième qui a d'ailleurs donné lieu à des échanges très, très violents. On y reviendra. Les forces armées engagées étaient très conséquentes. Et c'est aussi un point sur lequel on va revenir par la suite. Ça, on était en pleine guerre froide, donc en plus, ça avait risqué d'enclencher des conflits entre grandes puissances qui se trouvaient indirectement concernés, mais qui se trouvaient être en lien ou en alliance avec l'Inde et le Pakistan. Et puis, il y a eu une troisième guerre en 1971. Celle-là est particulièrement importante parce qu'en réalité, Olivier, jusqu'en 1971, il n'y avait pas un Pakistan, mais il y en avait 2. Il y avait le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, aujourd'hui Bangladesh. Et le Bangladesh est devenu autonome et Bangladesh suite à ce conflit. Donc excusez du peu en termes de bouleversement géopolitique. Et puis enfin, il y a eu un quatrième conflit majeur en 1999 où les Pakistanais ont cherché à infiltrer un certain nombre de zones au Cachemire, notamment sur des sommets, donc on appelle ça en plus la guerre des glaciers, et où là, encore une fois, il y a eu une guerre entre les deux puissances. Donc je demande à nos auditeurs d'imaginer en fait qu'entre 1947 et 1999, il y a eu 4 conflits entre l'Inde et le Pakistan, excusez du peu, et c'est sans compter bien sûr les escarmouches aux frontières, les montées de tensions diplomatiques ou les attentats qu'il y a eu à partir des années 2000. Donc c'est vraiment une zone qui est particulièrement difficile et délicate en géopolitique, ça c'est clair. 4 conflits majeurs, et évidemment, comme vous venez de le souligner, des escarmouches, des conflits dérivés, on va dire, pas frontaux, et notamment des actes terroristes. Alors on pense bien sûr aux attentats qui ont eu lieu en 2008 à Bombay. 10 terroristes qui, en des points névralgiques de la ville, s'attaquent à la population. Ça fait 166 morts quand même. Et plus récemment, au Cachemire, donc c'est vraiment la zone de tension, des convois militaires qui ont été attaqués également. Donc ça, c'était en février 2019.
et probablement ce qui est aussi à l'origine de la montée en pression cet été. Donc il y a ces conflits-là en fait, le conflit est permanent. Le conflit est permanent, et ce qui est assez intéressant, si vous m'autorisez, si vous voulez bien, c'est d'essayer de singulariser le conflit, ou de comprendre les conflits, ou de comprendre ce qu'ils peuvent apporter dans la grille de lecture géopolitique. Et là, me semble-t-il, il y a plusieurs aspects qu'il faut bien comprendre. D'abord, les conflits ont commencé dès 1947. Ce qu'on peut remarquer, et c'est quand même pas neutre dans l'analyse, c'est que les conflits entre l'Inde et le Pakistan ont commencé pratiquement dès le départ. En gros, voilà deux pays qui sont devenus indépendants en août, et qui ont été en guerre du second semestre 1947 à 1948. Donc ça, c'est déjà la première considération. La deuxième considération qu'il faut avoir, Olivier, à l'esprit, c'est que les combats militaires ont été d'une telle ampleur que dans certains combats sur la deuxième guerre entre l'Inde et le Pakistan, qu'on a d'ailleurs appelé la deuxième guerre du Cachemire, ce qui montre bien que le Cachemire là, a un effet central dans cette situation, on considère qu'il y a tellement de véhicules blindés et de chars qui ont été utilisés que ça a en fait été la guerre qui a utilisé le plus de chars et de véhicules blindés depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est particulièrement interpellant parce que je suis intimement convaincu que pour beaucoup de nos auditeurs, encore une fois, on avait plus les conflits israélo-arabes ou d'autres conflits que celui-là. Donc là, ça montre l'amplitude de l'affrontement. Ensuite, il y a un troisième point qui mérite d'être souligné à nouveau, c'est l'amplitude des conséquences géopolitiques. Parce que, excusez du peu, quand on a un pays comme le Pakistan oriental qui devient le Bangladesh et qui devient autonome, c'est un bouleversement dans la région du Sud-Est. On voit bien le nombre de conséquences en cascade que ça peut entraîner. Ensuite, il y a un quatrième point, je ne sais pas si vous voyez déjà l'ensemble des considérations qu'on peut mettre en avant, c'est que le conflit entre l'Inde et le Pakistan est le premier conflit qui oppose deux pays qui possèdent l'arme nucléaire. Là, il faut vraiment que tous ceux qui nous écoutent soient bien attentifs. En fait, il n'y a eu que deux conflits, Dieu merci, je serais tenté de dire, depuis 1945, qu'ont opposé deux États qui possèdent l'arme nucléaire. Il y a eu un conflit qui est un peu plus discret entre la Chine, d'ailleurs, et l'Union soviétique en pleine guerre froide en 1969. Et puis, il y a eu les conflits de 1999, puisque respectivement, dans les années 80 et 90, l'Inde et le Pakistan sont détenteurs de l'arme nucléaire. Donc, d'ailleurs, j'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait que c'est resté une guerre conventionnelle, ce qu'on appelle d'un point de vue militaire, c'est-à-dire une guerre avec des moyens classiques, mais on voit bien le danger qu'il y aurait d'avoir une trop grande tension entre deux États maintenant qui possèdent l'arme nucléaire. Un cinquième point qui mérite d'être souligné, Olivier, c'est qu'au fil de ces conflits, au fur et à mesure qu'ils se sont égrenés, les moyens technologiques militaires utilisés sont de plus en plus importants. Et ainsi, en 1999, par exemple, c'est la première fois que les Indiens ont utilisé des bombes à guidage laser par voie aérienne. Donc on voit bien qu'en plus, on est en train de rentrer dans des conflits de plus en plus développés technologiquement, ce qui n'est pas forcément rassurant. Et enfin, sixième point, si vous me permettez, il y a évidemment des conséquences de politique intérieure. Ça me paraît fondamental à avoir à l'esprit, et on y reviendra, parce qu'à la suite du conflit de 1999, le Pakistan s'est trouvé isolé, ce qui va nous permettre peut-être d'évoquer aussi le contexte international dans lequel se déroule cet affrontement. Le Pakistan s'est trouvé isolé, donc le Pakistan a été obligé d'arrêter le conflit. Seulement, ça a eu une conséquence interne au Pakistan, c'est qu'il y a eu un coup d'État militaire, puisque le pouvoir civil a été accusé au niveau politique interne au Pakistan que d'avoir amené le Pakistan à la défaite. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le général Musharraf a pris le pouvoir et a fait un coup d'État militaire en 1999. Je rappelle que le général Musharraf est assez connu, puisque c'était l'interlocuteur privilégié de W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001. Donc on voit bien déjà l'ensemble des conséquences et des logiques que cette simple région du Cachemire nous amène à appréhender ou considérer. Donc on le voit à travers ce que vous venez de dire, il y a évidemment des conséquences internes, des conséquences dans les rapports entre les deux pays concernés. Il y a aussi, on vient brièvement de l'évoquer, des conséquences pour l'Asie du Sud-Est, évidemment, donc la région plus globalement, et aussi des incidences au niveau mondial, par notamment le jeu des alliances. Et là, c'est d'une complexité incroyable, parce que parfois, d'ailleurs, les alliances sont complètement contre-intuitives, et il faut comprendre et connaître toute l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale pour savoir qui était avec qui et qui joue pour qui. Voilà, donc là, il y a vraiment des conséquences. Il faut bien voir aussi que la Première Guerre mondiale a été déclenchée par le jeu des alliances. Donc quand on pense à l'Inde et au Pakistan, on pense la situation mondiale, véritablement. Alors là je demande à tous ceux qui nous font l'amabilité de nous entendre de renforcer leur concentration si tant est que c'est possible, parce que je vais me lancer dans une explication de jeu et de contre-jeu d'alliance qui, à mon avis, risque de désarçonner un certain nombre d'entre nous au bout de quelques minutes, je préviens à l'avance. Donc déjà, je vais m'efforcer de redresser l'environnement tel qu'il convient de le faire en géopolitique, parce que de toute façon, il était inévitable qu'on soit dans une telle situation, car le conflit ou l'antagonisme s'inscrit tellement dans le temps, en fait, Olivier, si on le regarde, dans le long terme,
qu'il ne faudra pas manquer de remarquer que de 1947 à 1991, bien sûr, la toile de fond des relations internationales, c'est la guerre froide. Mais après la guerre froide, à partir de 2001, la toile de fond, c'est les attentats du 11 septembre 2001, ce qui d'ailleurs vous avait amené peut-être, ou ce qui nous amènera peut-être à évoquer l'Afghanistan, parce qu'il y a des liens ou des corollaires. Donc on a déjà une toile de fond qui va en évoluant, ce qui peut expliquer qu'un certain nombre d'alliances vont être amenées à changer. En plus, il y a un deuxième point qui est important, c'est que l'Inde et le Pakistan sont de tels acteurs majeurs. Je rappelle que l'Inde, à elle seule, est le pays qui fait 1 milliard d'habitants, que forcément, les grandes puissances se trouvent très rapidement concernées par ce qui se passe. Et ça a des incidences. Parce que, par exemple, sur la deuxième guerre entre l'Inde et le Pakistan, la Chine, qui est plutôt un pays qui se rapproche du Pakistan, parce que l'Inde étant un pays qui lui est limitrophe, la Chine cherche à avoir un allié, et donc évidemment, l'allié de la Chine est forcément le Pakistan, qui est l'adversaire de l'Inde. Vous voyez déjà où est-ce qu'on en est en termes de jeu. La Chine avait menacé l'Inde d'intervenir militairement si elle continuait à rentrer sur le territoire pakistanais, ce à quoi les Américains ont répondu aux Chinois, si vous voulez du conflit, nous on s'en mêlera aussi parce qu'on ne vous laissera pas faire. Donc c'est là où c'est très important d'avoir ça en considération, parce qu'on voit bien déjà les différentes logiques telles que ça entraîne. On peut prendre un deuxième exemple. Lors du conflit de 1999, en réalité, généralement, les alliés traditionnels, comme on va être amené à le préciser, du Pakistan sont les États-Unis et la Chine, ce qui est déjà un peu paradoxal quand on évoque les deux. Mais tant les États-Unis que la Chine avaient dit aux Pakistanais en 1999, nous, c'est vous qui avez pris l'initiative du conflit. Dans ce contexte-là, on ne souhaite pas vous soutenir, et c'est parce que le Pakistan s'est trouvé isolé devant la communauté internationale qu'il a été obligé de faire marche arrière. Pour mieux comprendre le contexte, il faut déjà commencer par essayer de rappeler quelles sont les alliances traditionnelles, si vous voulez bien, dans la région, d'essayer d'appréhender comment elles ont évolué, et puis de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que finalement, on est sur 3 étapes différentes. Au départ, on a bien sûr donc le conflit central entre l'Inde et le Pakistan, pour les raisons qu'on a évoquées, et très vite vient se greffer sur ce jeu d'alliance la Chine, qui pour des logiques qui sont liées à la géographie d'une part, et à la question du Tibet en 1959, je ne sais pas si vous voyez l'ensemble des considérations qu'on est obligé d'évoquer, s'est rapproché très tôt du Pakistan. Et je demande de bien imaginer avec la carte qu'on a donc l'Inde qui aurait respectivement sur sa frontière orientale la Chine et sur sa frontière occidentale le Pakistan. Ça, c'est la configuration initiale. Sur cette configuration initiale viennent se greffer les États-Unis et la Russie ou l'Union soviétique, puisqu'on est en pleine guerre froide. Or, le Pakistan étant allié des États-Unis parce que très réticent vers l'idéologie communiste, on a donc les États-Unis qui soutiennent le Pakistan, et c'est là où je demande à chacun de me suivre. L'Inde, voyant en réalité le rapprochement entre le Pakistan et les États-Unis, l'Inde d'une part et l'Union soviétique d'autre part, se rapproche pour faire exactement le pendant à l'alliance entre les États-Unis et le Pakistan. Je ne sais pas si déjà vous me suivez. Donc déjà, ça veut dire que là, on rentre dans un jeu d'alliance qui est assez complexe. Seulement le problème, c'est qu'on n'est plus en guerre froide, on est maintenant postérieur au 11 septembre 2001. Or, le 11 septembre 2001 a bouleversé totalement cette grille de lecture, parce qu'il y a eu la réaction des États-Unis, alors qu'on qualifiera d'opportune ou de pas opportune, ça c'est une autre question, mais les États-Unis ont frappé l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan était le territoire, en réalité, des talibans dont il faut rappeler que c'était un mouvement politique mis en place par les Pakistanais pour essayer d'avoir leur assise politique, mais qui aussi leur permettait de lutter contre l'influence de l'Inde. Donc en fait, on a les Pakistanais qui avaient d'abord les États-Unis comme alliés souhaités, et ensuite, c'est ça que je demande aux étudiants de bien entendre, plutôt comme alliés subis, car les Pakistanais se sont retrouvés obligés de lutter contre les talibans qu'ils avaient eux-mêmes mis en place, parce qu'ils ne voulaient pas perdre l'alliance des États-Unis dans la perspective de la rivalité avec l'Inde. Donc déjà là, on mesure tout le jeu des alliances, et aujourd'hui, les États-Unis se rapprochent de l'Inde parce qu'ils sont très méfiants envers l'ambiguïté que le Pakistan entretient envers les talibans, ce qui, bien sûr, amène les Russes à se rapprocher du Pakistan. Donc en plus, on voit bien qu'on part d'une région relativement circonscrite, le Cachemire, mais qu'il y a un effet centrifuge en géopolitique qui peut nous amener à des rivalités mondiales et à des logiques d'alliance mondiale qui sont très très importantes, oui, c'est clair. Alors justement, revenons au sujet initial, celui du Cachemire, et essayons de comprendre à partir de ce que l'on vient de dire, ou d'appliquer une grille de lecture sur ce qu'on voit aujourd'hui se produire au Cachemire. Oui, parce que là, j'imagine que certains d'entre nous qui nous écoutent nous disent, bon, tout ça, c'est fort aimable ou bien gentil, mais alors, ça a l'avantage de permettre de mieux comprendre la situation, ça a l'avantage peut-être de remettre la question, la problématique dans son contexte, mais ce qui est aussi intéressant en géopolitique, c'est que normalement, on doit avoir la faculté,
en se rappelant du passé, d'essayer d'anticiper les scénarios à l'avenir ou d'essayer de comprendre au moins pourquoi on se retrouve dans une telle situation. Et là, il y a au moins deux indications ou deux grilles de lecture qui me paraissent importantes, si vous le voulez bien, et dont je trouve que les médias occidentaux se font peu l'écho ou restent trop modérés. D'abord, le Pakistan a réagi de façon très peu véhémente, ce qui est quand même particulièrement intéressant quand on rappelle le contexte des 4 guerres précédentes. Et un point sur lequel je souhaiterais peut-être un peu développer, le fait que c'est souvent le Pakistan, il faut bien le reconnaître, qui a été à l'initiative des conflits parce qu'il prétendait reprendre l'autorité sur le Cachemire. Donc là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, le Pakistan a réagi de façon assez modérée, en disant qu'il n'allait pas intervenir dans cette situation, ce qui, à mon sens, est un point sur lequel tout le monde peut se féliciter, mais qu'il allait porter la question devant l'ONU et qu'il allait demander à l'ONU de trancher la question. Dit comme ça paraît presque angélique. Évidemment, c'est là où je demande à nos étudiants de me l'entendre, il y a un calcul politique un peu plus abouti ou un peu plus poussé derrière, car les Pakistanais savent très bien, depuis notamment 30 ans, que l'Inde a toujours refusé que la question du Cachemire soit portée devant des instances internationales ou décidée devant d'autres pays sur des considérations internationales. Pourquoi ? Parce que l'Inde a été amenée à faire un référendum dans les années 50, un référendum au sein du Parlement du Cachemire, que le Parlement du Cachemire a avalisé la volonté que de rester attaché à l'Inde. Bien sûr, le Pakistan, lui, de son côté, dit que ce n'est pas un véritable référendum qui aurait dû être populaire. Donc, en fait, pourquoi les Pakistanais s'adressent à l'ONU? Parce qu'ils savent que les Indiens vont refuser l'arbitrage de l'ONU. Et c'est une façon pour les Pakistanais de s'attirer les bonnes grâces de l'opinion publique d'une part et de montrer que c'est plutôt l'Inde qui refuse de trouver une solution. Donc, ils mettent l'Inde en difficulté en anticipant sa réaction. Ça me paraît très, très important à avoir à l'esprit parce que sinon, on peut effectivement être un petit peu surpris de voir une réaction qui paraît aussi modérée. Mais il y a une deuxième question qui me paraît fondamentale à soulever, c'est pourquoi l'Inde a-t-elle agi telle qu'elle l'a fait au mois d'août, comme on vient de l'expliquer. Alors oui, effectivement, il y a eu un attentat en février 2019, qui a été d'ailleurs particulièrement brutal et qui a occasionné beaucoup de morts, et qui est d'ailleurs resté là aussi relativement peu évoqué dans les médias occidentaux, et on peut considérer que l'Inde a souhaité en réaction faire donc l'action du 5 août dernier et d'arrêter l'autonomie du Cachemire. Mais en fait, Olivier, si vous voulez bien, je pense qu'il y a une grille de lecture politique interne à l'Inde qui est un peu plus structurelle. En fait, on a un parti fondamentaliste nationaliste en Inde qui ne cesse de monter en puissance. Et pour dire clairement les choses, il y a un autre fait qui est assez interpellant. Depuis la victoire donc Kargil en 99, la région donc, des glaciers sur le 4e conflit, les Indiens, chaque année, célèbrent cette victoire. Et ce qui peut paraître être anecdotique, en réalité, à mon sens, me paraît fondamental, parce que là, ça montre une chose, on a un sentiment nationaliste qui monte en Inde, on a une exaspération étatique ou nationaliste qui monte en Inde, ce qui est très nouveau, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est la patrie de Gandhi, et qu'on a généralement une grille de lecture de l'Inde qui est plutôt pas pacifiste, parce que là je trouve que c'est péjoratif, mais apaisée ou en tout cas conciliante. Et ce que cet événement est en train de montrer, c'est que l'Inde n'a plus l'intention désormais d'être aussi conciliante et qu'elle a l'intention, elle aussi, de mettre en avant ses prérogatives au niveau géopolitique, ce qui paraît d'autant plus intéressant à rappeler. D'abord parce que cette population dont on a dit qu'elle était de plus d'1 milliard est censée d'ici 2040 être la première population au monde. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'Inde sera la première puissance démographique. Et on a bien l'impression que l'Inde, indépendamment de devenir la première puissance démographique, a envie de devenir aussi une puissance géopolitique majeure, incontournable. Si on se rappelle de notre question initiale, on a bien le sentiment, effectivement, que le Cachemire est non seulement le reflet de conflits passés, mais qu'il est bien quand même aussi le reflet et un indicateur très important de la géopolitique actuelle et de l'état de tension ou de modération de la géopolitique actuelle. De ce point de vue-là, je ne saurais que trop conseiller à nos auditeurs de continuer à suivre quelle va être l'évolution des événements. Bien, nous avons d'une certaine façon clos la question. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à tous les étudiants et toutes les étudiantes de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci à toutes.